Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Timon et je vous aide à trouver votre voie grâce à la philo. Ah bah c'est super. Et Génial. aujourd'hui, on vous propose de parler des émotions. Et la première question que j'aurais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que les émotions? C'est une excellente question, Rémi. J'aime toujours commencer par décortiquer un peu des mots en revenant à leur étymologie. Et si on regarde le mot émotion, il vient du latin emovere, qui veut dire mettre en mouvement. Donc, une des premières choses qu'on peut dire d'une émotion, c'est que c'est quelque chose qui nous met en mouvement. Une fois qu'on a dit ça, on peut se rendre compte aussi, si on se plonge un petit peu dans la biologie, qu'une émotion, ça n'a rien de magique, de spirituel ou quoi que ce soit, c'est avant tout une réaction du corps. Dans le mécanisme d'une émotion, pour faire simple, on est dans un environnement, on va dire, on a une forme de statu quo émotionnel, on n'est ni trop joyeux, ni trop triste, et quand il y a un stimuli interne, quelque chose auquel on pense, ou externe, quelque chose qui nous arrive, que l'on juge comme étant qualifié, que notre corps le juge comme étant qualifié, on va tout de suite réagir. C'est pour ces raisons que, voilà, admettons, on, je sais pas, on regarde un film tranquillement, et puis on entend une porte grincer, on a un coup fait, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Hop, émotion, la peur, etc. Et parce que c'était suffisamment qualifié pour que notre corps se mette en alerte. Si ça l'était pas, par exemple, là, j'ai ma vision périphérique, si je vois, je sais pas, une feuille ou ma main qui fait ça, je la juge pas qualifiée. J'ai pas d'émotion à l'idée de voir ma main. Donc, si on résume, une émotion, c'est une réaction corporelle qui nous met en mouvement. Et c'est une réaction corporelle et après, elle a un impact sur ce qui se passe dans notre tête. C'est pas qu'au niveau physique. Quand tu dis corporel, c'est physique ou c'est aussi mental? Bah, c'est les deux dans la mesure où c'est, tu vois, un des sièges des émotions primaires, c'est situé dans notre cerveau, c'est l'amygdale. En fait, c'est physique dans la mesure où il y aura une poussée d'adrénaline, du cortisol, enfin, c'est que des réactions chimiques, il n'y a que de la matière. C'est pas immatériel, du coup. Hmm. Oui, comme l'âme, par exemple. Ouais. Ouais, ok. C'est dans ce sens où j'entends dans le cerveau qui fait partie du corps. Oui, d'accord, ok. Et ça, c'est pas. Et l'âme, est-ce qu'elle est liée à l'émotion du coup? Ça dépend si on croit au concept d'âme. Hmm. Moi, comme je ne crois pas Le vraiment. gars qui remet tout en question. Ça dépend si l'âme existe vraiment, en fait. Est-ce que nous existons sur Terre? Mais en vrai, il y a rien actuellement qui peut nous prouver par A plus B que ce que l'on vit, c'est pas une simple simulation informatique. Hmm. Et, ok, donc l'émotion, c'est une réaction du corps qui nous met en mouvement. Mhm. Et alors, je me pose quand même des questions parce que quand tu prends l'ordinateur, il n'a pas d'émotion a priori. Et quelque part, il est infatigable. Et Ouais. donc, tu te dis, bah, ils ont une productivité d'enfer. Là où, bah, si toi, tu fais le même travail qu'un ordinateur ou qu'un robot qui est dans une usine, tu vas sentir de la lassitude, de l'ennui, ou parfois même, au contraire, de l'enthousiasme parce que tu viens de démarrer. Et je me dis, mais attends, moi, j'ai l'impression de voir ça sous le spectre du ça nous dessert quelque part. Donc je me demande, mais d'où viennent les émotions? Quelles sont les origines et quels sont leurs intérêts? Mhm. Bah, effectivement, si on prend dans la tradition philosophique, beaucoup de philosophes, notamment les stoïciens, promouvaient, est-ce que ça se dit, un contrôle sur nos émotions. Vraiment, quand Épictète dit
que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'image que l'on s'en fait, la représentation qu'on en a. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de nos émotions. Sauf qu'effectivement, nos émotions, elles ont, je pense, un bénéfice biologique lié à l'évolution darwinienne. C'est-à-dire que si on ne connaissait pas la peur, bah, je pense qu'on serait tous morts. Si on ne connaissait pas la douleur, il y a même une maladie qui fait que les gens ne ressentent rien. Ils pourraient se couper le bras, pas mal. Et aucune douleur, aucune sensation, quoi que ce soit. Et pareil, si on ne ressentait aucune joie, on n'aurait aucun intérêt à continuer de vivre, à aimer, à se reproduire, etc. Donc là, il y a avant tout, en fait, à chaque fois que je dis ça, souvent, ça fait moins rêver que l'intelligence des émotions, la magie des émotions, mais on est avant tout des animaux pris dans un système du vivant. Et donc tout ce que l'on a est en lien avec la théorie du vivant et l'évolution darwinienne. Le... Donc nos émotions ont forcément une utilité évolutive, notamment nous maintenir en vie. C'est déjà une bonne chose. Le problème, c'est que notre cerveau, il s'en fout complètement de notre bonheur. Lui, ce qu'il vise, c'est le maintien en vie. D'où l'idée que, ok, on a des émotions, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le but, c'est pas d'être un excès émotionnel. Normalement, une émotion, elle a une fin. Elle est censée être régulée. On n'est pas censé être toujours heureux. C'est bizarre dit comme ça, mais si on était tout le temps joyeux, généralement, les gens ressentent ça, c'est qu'ils sont bipolaires, qui sont dans une période qu'on appelle de manie. À l'inverse, on ne devrait pas non plus être tout le temps triste. Sinon, c'est qu'on est dans une période dépressive. Donc, les émotions, c'est pas ni bien ni mal, c'est que bah, c'est là, ça fait partie de nos mécanismes, comme la digestion, la respiration. On en ressent parce que notre système cognitif est capable d'en ressentir. Les autres animaux, mon chien par exemple, il en ressent aussi. La différence, c'est que la complexité cérébrale qu'on a nous fait ressentir des émotions beaucoup plus subtiles, comme l'envie, la jalousie, la stupéfaction. Là où je pense que mon chien, c'est plus les émotions plus primaires, la joie, la tristesse, la douleur, la peur, etc. Hmm. Et tout à l'heure, tu disais être heureux, euh, et après, tu as dit le fait d'être joyeux. Donc, si je reprends le film de Vice Versa là, de Ouais. Pixar, donc tu as la joie, mais Mhm. il n'y avait pas le fait d'être heureux ou le bonheur qui était représenté par une émotion. Et du coup, je Non. me demande, quel est le lien entre... Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le fait d'être le bonheur, est-ce que c'est bien une non-émotion? Est-ce que c'est Mhm. plutôt un concept? Et si c'est le cas, quel est le lien entre les émotions et le bonheur ou la dépression? De la même manière, la dépression, est-ce que c'est une émotion ou pas? Enfin bon, bref, là, ça fait beaucoup de questions. Euh, alors effectivement, le bonheur n'est pas une émotion. Rien que si on prend son étymologie, la bonne heure, c'est la bonne augure. Le bonheur, c'est plus un état sur du long terme. Tu vois, une émotion, ça va être la météo. Le bonheur, ça va être le climat. Hmm, Il est vraiment visé sur le long terme. Une vie heureuse, c'est pas forcément une vie joyeuse tout le temps. De la même manière que une relation saine avec quelqu'un, c'est pas une relation sans aucune dispute. C'est une relation dans laquelle on va avoir des accrochages, mais on est orienté solution. Et c'est ce qui fait une relation saine. Euh, donc non, le bonheur n'est pas une émotion. On ne peut pas ressentir le bonheur. On peut créer les conditions de possibilité de le vivre. Le fait, pour des personnes comme Aristote, dans Éthique à Nicomaque, il dit que bah, déjà, si on ne souffre pas, on peut déjà être heureux. Déjà une certaine définition du bonheur, l'absence de malheur, tout simplement. La deuxième question, c'était le lien entre les émotions et le bonheur, du coup. hmm, Donc, par rapport à ça, la joie est une émotion qui va être beaucoup plus mise en avant par des personnes comme Spinoza, où il voit que la joie est avant tout une puissance d'exister. La joie, c'est ce qui augmente notre puissance. Ça, on pourrait l'apparenter un peu à ces forts moments de gratitude qu'on peut ressentir
quand on cultive notre gratitude, qu'on se rend compte de la chance que l'on a et que l'on jouit de ce que Épicure appelle le pur plaisir d'exister. Le fait d'être heureux simplement dans le fait d'être. Ce qui est assez stylé, je trouve, comme phrase. Et donc, cultiver ses émotions, si on prend l'exemple de Spinoza, il nous dit pas qu'il ne faut pas être triste, il dit juste que il faut cultiver les moments de joie pour augmenter notre puissance d'exister et comprendre les moments de tristesse pour éviter d'y aller et donc diminuer notre puissance d'exister. Et donc le lien avec les émotions, c'est que on ne peut pas ne pas en ressentir, on ressentira forcément du dégoût, de la tristesse, etc. Mais on n'est pas obligé de... Enfin, il y a des personnes qui mènent une vie qui leur font ressentir beaucoup plus de tristesse, de dégoût. Tu vois, si tu es dans un boulot que t'aimes pas, que avec une meuf ou un gars que t'aimes pas, des collègues que t'aimes pas, dans un boulot que tu te fais chier, et que tu y restes, je dis, tu cultives des passions tristes, on va parler comme Spinoza. Et le fait de Alors, rester, c'est lié plutôt à une peur, par exemple, ouais, peur de manquer ou peur de pas hum, être assez. Donc là, c'est pareil, c'est une émotion. Et, et ça, le fait de rester dans une vie qui ne nous convient pas, ça diminue notre puissance d'exister. c'est ça. C'est que effectivement, je dis pas que c'est simple de tout quitter, de toute façon, c'est pas le but. On quitte pas tout du jour au lendemain. Mais le fait de continuer en fait à cultiver ces passions tristes qui engendrent de la frustration, du ressentiment, de la peur, etc., et de ne pas être orienté vers des solutions possibles. Donc, tu vois, on va dire que ça, tu cultives la tristesse, donc tu diminues la joie. Mais au lieu d'essayer de cultiver, d'être orienté solution, bah, tu peux recultiver la joie en disant, OK, j'en chie, mais je vais réussir. Du coup, la joie prend le pas, et donc tu as ta puissance d'exister, et tu vois les solutions. Hmm. Et des fois, j'entends, enfin, j'avais déjà discuté avec quelqu'un qui m'avait dit, mais des fois, j'ai l'impression que je fais que de me plaindre alors que je suis pas à plaindre. Et la phrase qui est emblématique de ça, c'est, mais j'ai tout pour être heureux, mais je suis pas heureux. Et en fait, là, je me demande, est-ce qu'il y a un lien avec les émotions ou j'ai l'impression qu'il y a un lien avec ce dont on vient de parler, mais j'aimerais bien avoir ta lecture de qu'est-ce qui se cache derrière mais en fait, j'ai tout pour être heureux et je le suis pas. Et quelles sont les émotions qui sont en jeu derrière? Bah, il y a plusieurs possibilités. Bon. C'est que quand on a atteint un certain stade, tout ce qui nous rendait heureux, donc il nous est cultivé de la joie, c'est devenu notre réalité. C'est pour ça que des personnes comme Rousseau expliquent que ce qui nous permet de ressentir du bonheur, c'est pas obtenir ce qu'on désire, mais le chemin. Moi, c'est un peu comme One Piece. Ce qui donne de la joie à Luffy, c'est pas de trouver le One Piece, d'ailleurs, je crois qu'il a toujours pas trouvé. C'est tout le Attends, c'est voyage. quoi One Piece? C'est le manga, là? Ouais, c'est le manga avec chapeau de paille et compagnie. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi, trouver One Piece, ça veut dire quoi, ça? Le One Piece, c'est le trésor de Gold Roger, qui était une légende des Ah, ok, pirates. ok, d'accord. Donc, il cherche un trésor, quoi. C'est ça. Il veut Et devenir il le trouve roi pas, des c'est ça? pirates. Ouais. Son but, c'est de devenir le roi des pirates. Et pour devenir le roi des pirates, il faut trouver le One Piece, le D'accord. trésor de Gold Roger. Et ça fait 1500 épisodes qu'il le cherche, je crois. Et en fait, ce qui donne de la joie et l'envie de persévérer à Luffy, donc le personnage principal, c'est vouloir trouver le One Piece, pas de l'avoir trouvé. Parce qu'une fois que tu l'as trouvé, ça devient ta réalité. Du coup, tu n'es plus challengé. Et généralement, il y a peut-être quelque chose de ça. Tu as des gens le bonheur, il se construit plus dans la destination qui va nous permettre d'obtenir ce qu'on désire, plutôt que l'obtention du désir lui-même. Ah, c'est comme dans Truman Show. En fait, c'est ce que j'ai trouvé énorme, c'est que à la fin, bah, Truman, Ouais, il découvre qu'il fait partie d'un- d'une télé-réalité, d'une émission de télé-réalité.
et il arrive à s'enfuir du Mhm. carcan dans lequel il a vécu toute sa vie. Ouais. Et à la fin, tu vois tout le monde, tout le monde est pendu à ce qui est en train de se passer parce que tu sais pas s'il va réussir à trouver la sortie, tu sais pas s'il va s'en sortir et tout. Et à la fin, il sort. Et là, tu vois tu vois, je crois que c'est des gardiens dans un endroit, un entrepôt ou un truc comme ça. Ils disent, Mhm. bon, on change de chaîne, il y a quoi d'autre à la télé? Alors que les gars, en fait, tu sais, ils étaient à fond, à fond, à fond dans Mhm. l'émotion, à fond, à fond, à fond. Et puis, du jour où, ok, bah ça y est, c'est fini, on a atteint le résultat, ou en Mhm. tout cas, on a atteint un résultat, Ouais. et ben pouf, tout redescend, et puis Ah ouais, ouais. c'est devenu la réalité, quoi. Mhm. Non, mais c'est carrément ça. Et du coup, les personnes qui disent j'ai tout pour être heureux, hormis maladie, dépression, vraiment un truc vraiment purement physiologique, ça peut être, bah, ils ont atteint leur objectif, bah, il leur faut un deuxième objectif. J'ai fait 100 K, je vais chercher les 250. J'ai rencontré ma femme, bâtissons, construisons une famille, achetons un logement, partons en vacances, ayant des projets, une destination commune. Je vois que tu as une basse derrière. Bah, ça y est, j'ai enfin ma basse. Bah, je vais apprendre à jouer. Bah, je sais jouer. Bah, je vais avoir un groupe. Bah, j'ai un groupe. Bon, on va faire des concerts, etc., etc. C'est pour ça qu'on a toujours comme nous, c'est ce que je disais, je ne sais plus dans quel épisode, mais c'est ce que nous faisons qui participe à la création de ce que nous sommes, du coup. Hmm. Et donc, si ce qu'on a atteint, bah, c'est devenu notre réalité, bah, à un moment, l'être humain a besoin, du coup, d'augmenter sa puissance d'exister, son conatus. Voilà, tu prends un arbre, il a poussé, il a grandi d'1 mètre, et pas dire, oh, bah, c'est bon, je suis bien. Non, il va encore aller plus loin vers la lumière, il va aller encore plus loin dans l'enracinement, etc., dans la propagation. C'est ça, l'élan vital dont parle Bergson. C'est vraiment la vie qui veut la vie. Et ça, on le retrouve dans la mousse qui pousse sur les trottoirs, des espèces de crevettes qui arrivent à se nourrir d'hydrocarbures, ou même dans les abysses des sous-marins, des fonds marins. Et donc, quelqu'un qui, j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas, généralement, ce qui lui manque, c'est une vision et un objectif pour se Hmm. remettre en mouvement, et verrez, émotion, se mettre en mouvement. Et tout ça, c'est pour ressentir des émotions. Ouais. Mais en fait, je me demande, finalement, est-ce que les émotions... Parce que ça veut dire que tu seras jamais vraiment... Tu peux jamais vraiment profiter du statu quo parce que bah, tu seras toujours à la recherche de cette puissance d'exister. Et la question que je me pose, c'est à ce moment-là, est-ce que les émotions nous servent, mais du coup à toujours aller chercher plus, ce qui peut être malsain à un moment, ou est-ce que les Mhm. émotions nous desservent? Ou c'est les deux? Je pense que c'est les deux, et là, je reviens encore à Spinoza. C'est que lui, il distingue les causes adéquates, causes inadéquates. C'est-à-dire que quand, en gros, quand tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le veux, c'est dans une cause adéquate, c'est-à-dire, je veux, je fais 100 K, je veux passer à 250 K parce que je veux recruter, je veux offrir la meilleure expérience à mes clients, je veux agrandir ma boîte, je veux proposer des boulots à des gens que j'aime bien, etc., etc. Donc, cause adéquate. Je fais 100 K, je veux 250 K parce que sinon je me sens pas en sécurité. Cause inadéquate. Parce que du coup, ce qui te motive, c'est pas la joie. Dans dans le premier cas, cause adéquate, c'est la joie qui te donne la puissance de vouloir scaler parce que tu as envie de créer. Cause inadéquate, j'ai toujours un peu une sensation d'insécurité. Donc je me dis qu'avec beaucoup plus d'argent, je me sentirai en sécurité. Hmm. Et donc là, ce qui te motive, pas la joie, c'est une passion triste, savoir la peur, l'insécurité. Hmm. Ouais, mais pour ça, il faut quand même... parce que c'est pas forcément évident de savoir d'où vient ce besoin. Parce que le besoin, le besoin ou l'envie, Mhm. facile à identifier. Bah, j'ai faim. Tu sais que Ouais. tu as faim. Mhm. Mais derrière la cause adéquate ou inadéquate qui se cache, celle-là, elle n'est pas évidente à trouver, je trouve.
Non. Ah non, clairement pas. Bah, c'est pour ça qu'il y a des coachs, des thérapeutes, il faut que la personne ait conscience que son désir la fait plus souffrir qu'autre chose. Hmm. Ouais, Qu'elle est suffisamment mal pour se dire, c'est le côté un peu sadique, quoi, mais qu'elle est suffisamment mal pour se dire, faut que j'agisse dessus. hmm. Et est-ce qu'il y a un concept statistique qui permet de dire, bah, on va dire que si plus de 50% du temps tu ressens de la joie, donc un certain type d'émotion, alors on peut considérer que tu es heureux. Et si tu ressens plus de 50% du temps de la tristesse, bah, à ce moment-là, tu seras plutôt à tendance dépressive. Est-ce qu'il y a une histoire de quantitative de ce côté-là ou est-ce que c'est vraiment très qualitatif les émotions? Je suis pas sûr qu'il y ait d'études là-dessus, mais je pense qu'il faudrait faire l'expérience où, par exemple, chaque fin, tu vois, dès le matin, tu mets une note de 1 à 10 sur ton humeur. 10, tu pètes le feu, 5, 0, c'est affreux. Ainsi qu'en fin de journée, comment j'évalue ma journée? 10, c'était une super journée. 0, c'était une journée pourrie. Tu fais ça pendant un mois et après, tu fais des stats. Sur un mois, il y a eu 15 jours où je me suis dit, je me suis levé avec une patate d'enfer. 15 jours où j'ai trouvé que mes journées étaient trop bien. Donc, on peut dire que j'ai été heureux la moitié du temps. Hmm. Parce que là, enfin, en fait, je me pose cette question parce que tu as des études qui montrent que les gens qui gagnent au loto, Mhm. ils ont un pic de bonheur qui est immense, mais c'est un pic. Et quand tu les Ouais. vois 1 an plus tard, 2 ans plus tard, bah, je sais plus, mais il y avait une statistique qui était affolante, du style la moitié sont en dépression. Mhm. Et, et donc je me disais, bah, est-ce que l'intensité de l'émotion est... Je suis pas sûr que ce soit signe de bonheur. Mais par contre, si tous les jours, tu as ce moment de gratitude, cette joie, le fait de retrouver tes enfants, le fait de passer du temps en famille, le fait d'être avec une compagne ou un conjoint qui te fait rire, en fait, c'est des, on va dire que ce sont des joies qui sont moins intenses, mais distillées de manière régulière dans le temps. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui permet d'atteindre le bonheur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, oui, c'est juste que ça. C'est ce que je disais, on a un statu quo et on n'est pas censé ressentir de la joie tout le temps à des pics de ouf et de la tristesse tout le temps à des pics de ouf. C'est qu'on est, c'est, il faut construire son bonheur, cultiver son jardin, comme disait Voltaire dans Candide, pour que ce soit stable, que ton mindset, il ait le temps de s'habituer à cette nouvelle réalité. C'est comme en business, les croissances éclairs, c'est pas sûr que c'est pas très sain. Parce que ton cerveau, il switch, quoi. Tu pars de rien, t'es le roi du pétrole. Après, qu'est-ce que tu fais? T'as pas acquis les compétences et l'état d'esprit suffisamment antifragile et robuste pour accueillir toutes les émotions que tu vas ressentir. Hmm, Donc, c'est comme quelqu'un qui meurt sous tes yeux. Alors, c'est affreux, je le souhaite à personne. Euh, mais t'es abasourdi. Parce que c'est beaucoup trop brutal pour ton état d'esprit. hmm. Ouais, ok. Ouais, bah du coup, il vaut mieux être. Ouais, il faut cultiver son jardin. Il faut. Et est-ce que à ce moment-là, on a des. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédisposés à ressentir des émotions positives et d'autres qui sont prédisposés à en ressentir des négatives? Je pense pas forcément à la naissance ou quoi, mais ça va dépendre de l'environnement dans lequel tu as grandi et la réalité dans laquelle tu es. Si tu as grandi dans une famille, on va dire, à une tendance un peu plus victimaire, tu vas avoir comme représentation sociale, ça va créer des patterns en toi par la plasticité cérébrale qui va faire que ton cerveau va automatiquement être plus orienté vers le négatif. Sachant que naturellement, l'être humain est plus orienté vers le négatif parce que ça permet au cerveau de savoir quoi faire. Fight or flight. C'est pour ça que les news, c'est souvent des trucs affreux parce que ça vend, parce que on est plus focus là-dessus.
On va plus se focaliser sur la mauvaise herbe que l'ensemble du jardin avec des belles fleurs. Donc il y a déjà cette tendance naturellement humaine. Mais si en plus tu as été élevé dans une famille avec de la sensation d'insécurité, qui nourrissait de la frustration, qui se plaignait du gouvernement H24, etc., alors oui, tu auras une éducation, ton cerveau va être éduqué à à générer du négatif plus que du positif. Hmm. Et parce que là, tu vois, moi, j'accompagne des élèves à l'aquarelle et ah, ils sont un peu comme moi. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se dévaloriser et à se comparer, et à se dire, ah, je suis nul, j'y arriverai pas, etc. Et je me demande, est-ce que c'est... Donc ça, de ce que je comprends, il y a une partie qui est liée à l'environnement. Tu vois, mes parents, ils ont fui le Cambodge. Donc, il y avait déjà des origines où on vivait quand même dans la peur, dans la survie. Donc, je me dis, ça vient peut-être de là. Mais une fois que tu as constaté ça, que tu avais cette tendance à, pas à l'autodestruction, parce que c'est un peu fort, mais une tendance à la dévalorisation et à plutôt ressentir de la tristesse plutôt que de la fierté ou de la joie, qu'est-ce que tu peux faire pour retrouver une forme d'équilibre? Hmm. Bah, c'est désapprendre pour réapprendre. C'est comme une habitude. De la même manière que celui qui veut arrêter de fumer doit désapprendre le geste, du coup. Alors, il peut y avoir une aide médicamenteuse avec des patchs et tout pour vraiment le côté physiologique, mais il doit désapprendre le geste, les moments. Tu vois, au lieu de, quand il attend le bus ou le métro, de griller une clope, il va prendre un chewing-gum. Désapprendre le geste progressivement. C'est des nouvelles habitudes à, à créer. C'est-à-dire que même par le langage, quoi. Au lieu de dire ouais, ce que j'ai fait, c'est pas terrible, juste dire ce que j'ai fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais accomplir, mais je m'y rapproche. Déjà, rien que ça envoie d'autres signaux au cerveau et ça crée d'autres schémas. Hmm. Ouais, c'est une forme d'auto-persuasion. Ouais, pour que ton cerveau il est calibré pour réagir de telle sorte, est-ce que tu désapprends ça, tu remplaces une habitude par une nouvelle, pour que ton cerveau soit le nouveau réflexe soit pas la dévalorisation, mais la réalité, par exemple. Oui, se dire, bah, ouais, c'est pas encore ça, mais je m'en rapproche. Mhm. Et du coup, ouais, ça me permet quand même de m'orienter vers mon objectif d'être un petit peu mieux dans ma peau, quoi. Mhm. Ça prend du temps, mais ça se fait. Et est-ce qu'il y a des personnes qui... C'est quoi les critères d'un bon désapprentissage? Enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent plus facilement à désapprendre que d'autres? Et si oui, est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de le faire plus vite? Euh, je pense que la personne doit être, on va dire, coachable, en tout cas. Et déjà être orientée solution et pas orientée victime. Parce que ce qu'il faut lui faire prendre conscience, c'est que si la personne, on va dire, se victimise, se dévalorise, si on n'oublie pas l'aspect vivant de l'être humain, c'est qu'il y a un intérêt évolutionniste du coup derrière. C'est que c'est moins dangereux. C'est marrant, je vois des trucs. Ah! Ah, c'est parce que tu fais des... Je pensais qu'il y avait un truc derrière. Je dis, mon Dieu! Ah, il y a un fantôme derrière toi là. Ah, tu vois, du coup, stimuli externe, qualifié, émotion, qu'est-ce que c'est? Je me retourne. Ouais. Donc ouais, il faut que la personne soit orientée solution parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt caché, on va dire, un bénéfice caché dans le fait de se victimiser. Généralement, le bénéfice, ça va être que bah, si je fais continue comme ça, je vais pas à l'encontre de l'identité que je me porte et de l'identité qu'on m'a construite. Ça peut être aussi, je vais pas à l'encontre de ce que pensent mes parents de moi, donc je ne vais pas à l'encontre de mes parents, par exemple. Et donc, tout l'intérêt,
une fois qu'on a décelé ce bénéfice caché, c'est de remplacer progressivement, mais vraiment de la pratique délibérée et régulière, des moments de gratitude. Ça fonctionne, j'y ai pas cru pendant très longtemps, mais ça fonctionne. Mais surtout par le langage et ce que l'on dit de soi. Hmm. Tu vois, Ouais, donc ça a été prouvé que ça fonctionne. c'est quelqu'un, par exemple, quelqu'un à qui voilà, une meuf qui se trouve pas belle, alors qu'on va dire elle l'est, euh, au lieu de quelqu'un qui va dire ah mais t'es vachement jolie aujourd'hui, et au lieu de dire oh non j'ai une sale gueule, toi par contre t'es belle, juste qu'elle apprenne à dire merci, rien que ça va enlever, on stoppe le pattern initial du coup. Hmm. Parce que son pattern initial, c'est de retourner le compliment et de ne pas l'accepter. Hmm. Et on enlève le pattern, on dit non, je dis juste merci, ce qui permet d'accueillir l'émotion. Le cerveau se rend compte que on a dit merci, on n'est pas mort, les gens nous aiment, c'est bizarre, on ne me prend pas pour un pédant ou une pédante. Bon, bah très bien, je peux continuer de dire merci. Et progressivement, le cerveau va se rendre compte que tout va bien. Et donc, comme le cerveau n'est pas du tout orienté bonheur mais survie, il va se rendre compte que dire merci et accepter les compliments, ça ne met pas en jeu la survie. C'est fou de voir à quel point c'est un truc anodin Mhm. qui peut changer drastiquement le truc. Et est-ce qu'il y a des données qui permettent de dire, bah, si tu arrives à te, à recadrer un peu l'interaction ou à recadrer cette perception, au bout de X temps, tu vas commencer à ressentir une émotion positive alors qu'avant elle était négative. Est-ce qu'il y a une durée minimum pendant laquelle il faut se forcer, entre guillemets, à appliquer ce recadrage ou pas? Bah, ça dépend à quel point l'habitude est ancrée. Généralement, on parle de 21 jours, d'autres de 60. Moi, je prends toujours au moins 3 mois. C'est un peu long. Ouais, moi je prends toujours au moins 30 ans. Mais au Bon, moins c'est un peu 3 long, mois. mais 3 mois, alors c'est pas 3 mois où tu dois te dire merci ou je sais pas quoi. Tu peux. Mais c'est 3 mois pour avoir le réflexe de faire autre chose que ça. que de Ce se qui marche bien victimiser. aussi, c'est tu vois, un réflexe pour boire beaucoup plus d'eau, par exemple, quelqu'un qui boit pas assez d'eau. Mm. Ce qu'il faut, c'est enlever la friction entre le fait de boire de l'eau et le boire. Par exemple, j'ai toujours une bouteille sur mon bureau pour enlever la friction de putain. Je dois aller sortir de mon bureau, je dois descendre l'escalier, aller dans la réserve d'eau, prendre une bouteille, me servir un verre, revenir au bureau, etc., etc. Ah, du coup, est-ce que c'est pas un truc est-ce que ça fonctionnerait le fait de d'écrire sur une feuille de papier une petite pancarte en disant euh, si tu es belle, si tu vaux quelque chose, si tu vas y arriver, ça du coup, est-ce que c'est n'importe quoi ou ça rejoint un petit peu ce que tu dis, le fait de diminuer cette friction? Non, tu diminues la friction dans tous les cas et tu mets dans la réalité que tu as besoin d'avoir des éléments de cette future réalité. Hmm. Pas comme, je sais pas moi, si tu veux partir en... Toi, on parle souvent de vision board, par exemple. Toi, je sais pas, dans ma réalité, j'aurais des nouvelles chaussures, j'en sais rien. Et ben, je vais m'acheter parce que je vais m'acheter les chaussures que je veux. Même si j'ai pas encore le costard ou la maison ou je sais pas quoi, il y a cette première brique de réalité. Hmm. Tu inclus ta future réalité dans ton présent. Ouais, ok. Et je me demande, c'est quand tu rencontres des gens qui disent, ah mais moi j'adore les films d'horreur ou moi j'adore les films à l'eau de rose. En fait, même on appelle ça les feel-good movies, quoi. Tu te sens bien en fait quand tu les Mhm. regardes. Et du coup, je me demande, est-ce que ça joue beaucoup sur les émotions? Est-ce que ça en dit long sur la personne ou est-ce que c'est complètement décorrélé? Par exemple, une personne qui aime bien regarder les feel-good movies, ben,
est-ce qu'elle va avoir tendance à ressentir des émotions positives ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a une tendance dépressive et qui du coup essaie de compenser comme ça? En fait, tu vois, je me Mhm. demande si s'il y a un lien ou pas. Je pense qu'il y en a un, mais je pense que c'est surtout parce que ça, on aime naturellement pas se prendre la tête et puis se sentir bien. Parce que ça peut être aussi simple que ça aussi. Hmm. Mais ceux qui aiment les films d'horreur ou les films de peur, alors, est-ce que c'est parce ils ont tendance à avoir peur ou est-ce qu'au contraire, ouais, je me demande, ok pour les émotions positives et pour les émotions négatives. Bah ça, c'est un truc que je me suis toujours demandé. Et, Ils sont chelous, quel... les gens comme ça, quand Non, même. mais c'est quel plaisir. Parce que toi, t'as les films qui font peur, mais parce que le scénario est bien. Genre Seven, euh, je connais pas grand-chose en film d'horreur. Mais Oh là là, c'était. So, non, j'arrive pas. Ouais, c'est Mais vrai qu'il est gore. ouais, Le Silence des agneaux, Shining, enfin, bon, je cite que des vieux trucs, mais parce que le scénario est bien, en fait, c'est bien ficelé, et le plaisir, il est dans le fait d'être surpris. Mais par contre, un film gore pour du gore, et prendre plaisir à ça, j'arrive pas à comprendre. Ou sinon, le projet Blair Witch, qui, alors à l'époque où il était sorti, il faisait hyper peur. En termes de scénario, Ah, il alors est oui, nul. il y avait de la surprise, mais en gros, il se retrouve dans la forêt, il se passe des trucs et ça fait super peur, quoi. Ouais. C'est parce c'est filmé Ouais, d'une c'est vrai ça. manière immersive, en fait, du coup. Ouais, il y avait la nouveauté, ouais. Mm. Ou comme Paranoïaque, c'est le film où il se passe rien, mais tu vois, c'est une caméra qui Ah, fait. Paranormal Activity, Oui. là? Ah, Ouais. Coût de production 1 euro et recette 100 millions. ah ouais. Mais effectivement, c'est parce que les gens sont toujours en alerte. Il va se passer un truc, il va se passer un truc. Un peu comme les gens qui prônent la révolution en disant mais c'est pour demain, c'est pour demain. C'est non mais là, il y aura la révolution, hein. C'est pas. Ah, les annonciateurs de l'apocalypse, quoi. Ouais, ouais. Quand j'étais étudiant, j'étais un peu comme ça. J'avais plein de gens, ils disaient, oh, on n'a jamais, il y avait les gilets jaunes, on n'a jamais été aussi proche de la révolution. Ah là, il y a le soulèvement des Français. On n'a jamais été aussi proche de la révolution. Ouais, bon, là, tant Évidemment, pis. le jour où il y en aura une, dans 1500 ans, les gens vont dire, vous l'avez bien dit, hein, que ça allait être la révolution. Eh, t'as vu alors? Eh, j'avais raison, hein. Ah, évidemment. Celui qui dit un jour ce sera la fin du monde, bah oui, c'est juste que oui, il aura raison au bout d'un moment, c'est sûr. Ouais, ok. Non, Enfin, bah, ouais. ok, du coup, c'est hyper intéressant, ouais. Ça veut dire que, bon, pour récapituler, l'émotion, c'est une réaction corporelle qui nous met en mouvement. Les émotions, elles nous servent au même titre qu'elles nous desservent, mais au final, ce sont quand même des étoiles du Nord qui nous indiquent plutôt ce vers quoi on aspire, ce Mhm. vers quoi on a envie d'aller et ce qu'on a envie de fuir. Donc c'est quand même, il y a quand même une réelle utilité. Mais du coup, je me demande par rapport aux robots, Ouais. ou même, enfin là on parle en ce moment, c'est l'intelligence artificielle et tout. Est-ce qu'on n'est pas un peu has-been? Est-ce que notre mode d'emploi n'est pas un peu dépassé par rapport à tous ces nouveaux trucs où tu te dis, oh, purée, mais en fait, ils sont infatigables, ils arrivent à reproduire tout ou partie de l'intelligence humaine. Et ouais, il y a un côté qui est assez impressionnant de ce côté. Ouais. Je me demande, est-ce qu'on n'est pas un peu has-been, dépassé? Ou est-ce que, au contraire, l'émotion, c'est probablement ce qui nous différencie le plus et du coup, c'est notre plus grand trésor? Ben, en fait, quelqu'un qui penserait comme ça, qui se penserait l'être humain peut pas forcément être has-been dans sa manière de fonctionner. C'est comme ça, c'est tout. Est-ce que c'est pas un peu has-been d'être ballonné? Bah, ça dépend ce que tu bouffes. Est-ce que c'est pas un peu has-been d'être humain? Bah non, c'est un peu comme parce que penser comme ça, le problème, c'est qu'après, on va se mettre à vouloir dormir moins pour produire plus, toujours vouloir plus, 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 faire plus. Et du coup, ce qui sous-tend cette émotion-ci, c'est plus le manque, une forme de tristesse dans le fait de ne pas être assez. Ouais, 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 c'est vrai. Mais Bon. après, par rapport au fait de... Tu vois, c'est comme si...
supposons on est envahi par une race extraterrestre, Mhm. une race alien, et qui sont sur plein de points bien supérieurs à nous, bah, la sélection naturelle va faire que... Ça, c'est comme dans la... C'est la guerre des mondes, je crois, où la race humaine se fait exterminer. Par les tripodes comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, Oui, ouais. ouais. Et, et donc, bah, ouais, on se fait dépasser sur un point, sur un plan technologique, militaire, etc. Et en fait, tu vois, c'est la question que je me pose par rapport aux robots quand même. C'est est-ce qu'il va pas arriver à un moment où euh, bah, une espèce, pour peu qu'on considère que les robots ou la technologie soit une espèce, dépasse tellement la race humaine que derrière, c'est pas has-been, mais il y a un risque ouais, il y a un risque d'extermination ou en tout cas de régression. Ah oui, c'est possible, mais je suis pas Ah oui, convaincu. d'ailleurs, ça va arriver. Je te l'avais dit d'ailleurs, c'est la révolution. C'est c'est possible, mais je suis pas convaincu qu'on ait besoin des robots pour régresser. Ah, on le fait bien nous-mêmes, c'est ça? Ouais. Bah, quand tu vois, je veux pas paraître pour élitiste, je fais juste une parenthèse, à 16h j'ai un call par contre. Ouais, ouais. Je vais pas faire mon élitiste, mais il y a eu une forme de massification du savoir et un grand rabaissement du niveau pour que tout le monde puisse accéder au savoir. Ce qui en soit bien sur le papier, mais ce qui fait que, par exemple, le niveau d'exigence a énormément baissé d'un point de vue d'un être humain. Tu as des gens qui vont se dire que c'est avec trop de bienveillance, mais qui en fait déguisent une forme de paresse. Ils vont dire non, mais faut arrêter un petit peu avec la course, etc. Moi, je suis bien dans mon canapé à rien foutre. On dit ouais, tu peux être heureux pour toi. Mais d'un point de vue de l'existence, est-ce que ça fait une existence qui vaille la peine d'être vécue? Du coup. Hmm. Donc c'est toujours le juste milieu, la médiété ou l'arrêté en grec, qui est de dire, ok, c'est pas la course folle pour devenir des robots, mais faut pas non plus être comme les chats qui font rien du tout. Hmm. Donc c'est ce juste équilibre entre la tristesse et la joie. Donc, Ouais. il faut que le moteur soit suffisant pour nous donner l'envie de ne pas stagner, relever un peu le niveau, euh, apprendre à lire correctement, à bien parler, euh, entretenir son corps, etc. Tout ce qui augmente notre puissance d'exister, sans se dire, OK, stop, vite, la lenteur, etc. Je bouffe des Häagen-Dazs dans mon canapé, je prends 30 kilos et c'est bien. C'est pas Bah, tu me bien. décris là. Bah, je pense pas. Non, non. Ouais, C'est ok. c'est toujours ce juste équilibre Hmm. et c'est plutôt lié à l'amour qu'on se porte. Pour Hmm. moi, plus on s'aime soi, moins on va régresser. Parce qu'on se Bah, dira, c'est... oh, la peine de ne pas faire la course contre un robot parce que de toute façon c'est perdu d'avance, mais faire la course contre le soi d'hier qui veut toujours faire 1% meilleur. Ouais, et même en fait, si on prend pas les robots, mais on prend plutôt les autres, pas besoin de se comparer aux autres, mais déjà se dire par rapport à qui j'étais hier, est-ce que je suis quelqu'un dont je suis un petit peu plus fier ou pas? C'est déjà bien. Bah cool, bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. Mm. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas que il est disponible sur toutes les plateformes de podcast et on vous dit à bientôt. Salut!